Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Je suis un chat de Natsume Soseki, épisode numéro 11, où nous lirons le chapitre 11, ou plus particulièrement le début du chapitre 11. Et oui, vous le savez, jusqu'à présent, j'ai essayé de ne pas découper les chapitres en plusieurs parties. Mais là, j'y suis contraint parce que le chapitre dure vraiment longtemps, il dure 66 pages. Et 66 pages, déjà à lire en lecture silencieuse, entre guillemets, c'est extrêmement long. Enfin, c'est extrêmement long. Ça commence à devenir long. Mais du coup, 66 pages, avec une intro, avec des pauses, et surtout à voix haute, ça prend quasiment 2 fois plus de temps, si ce n'est 2 fois et demi, 3 fois plus. Donc, ça va pas être possible. Je tiendrai pas le coup. Ma voix tiendrait pas le coup. Donc j'ai pris la décision de couper, de séparer ce chapitre 11 qui est le chapitre final de cette œuvre en 2 parties. Donc il y aura ce soir, maintenant en ce moment en fait, et vendredi 21h pour terminer la lecture du roman Je suis un chat. Voilà, voilou. D'ailleurs, je parlais des intros, des pauses et ainsi de suite. Vous pouvez, bien entendu, comme d'habitude sur la rediffusion YouTube, passer l'intro, passer les pauses directement grâce à la barre de lecture de la vidéo ou grâce au timecode disponible dans la description de celle-ci. Voilà, voilou. Écoutez, c'est le premier live de la semaine. Je suis fort heureux de revenir en live aujourd'hui pour vous, les amis. Ça me fait plaisir à chaque fois de recommencer une semaine. Je sais pas, ça met un petit... En fait, je suis content pour tout, hein. Genre, quand je mets fin à une semaine, je suis content. Quand je commence une semaine, je suis content. Non, mais franchement, ça fait plaisir de live. Il n'y a pas eu de live de lecture vendredi dernier. J'en suis désolé. Je vous ai prévenu un peu à l'arrache, un peu à la dernière seconde. Mais vraiment, en ce moment, je fatigue beaucoup, beaucoup. Alors, déjà, physiquement parlant, si je puis dire, je suis un peu claqué. Donc, pour la lecture à voix haute, qui est une activité qui demande pas mal de concentration, c'est vrai que c'est pas évident. Et en plus, j'ai la voix cassée, genre ça fait vraiment une grosse semaine, voire deux, que je commence à plus tenir la route, à plus tenir la longueur. Faut dire que Je suis un chat nous a bien épuisé. C'est rare un roman qui dure autant de live, et en plus des lives aussi longs. Donc je dois bien avouer que là je commence à être à court, je commence à être en bout de course. Euh, et puis, au-delà de ça, je me répète encore un peu, mais au-delà de ça, je suis content d'avoir découvert l'œuvre, je suis content d'en avoir fait la lecture, mais clairement elle se classe pas dans mes préférences, dans mes lectures favorites en live ou hors live même. C'est vraiment pas ce que j'ai préféré, et je suis content de l'avoir découvert, mais j'aurais pas l'envie de le relire par exemple. Donc disons que voir à certains moments, je vous en avais fait part, mais voilà, avec un petit peu de virulence, mais voir à certains moments, j'en avais vraiment marre et je trouvais ça vraiment chiant et ennuyeux. Mais bon, il y a d'autres moments qui valent le coup, donc je suis quand même content d'aller jusqu'au bout. Euh, on va terminer cette lecture de la meilleure manière qui soit, même si ça va être découpé en 2 lives, même si les pauses de ce soir vont pas avoir grand sens parce que le chapitre dernier semble être un espèce de dialogue gigantesque, donc mes coupes vont tomber à des moments tout à fait arbitraires, mais on va essayer quand même de profiter un maximum de ce dernier chapitre et de faire la fin de la lecture comme il se doit. On est donc le premier live de la semaine, comme je le disais, vous le savez, ça signifie que je vous balance un petit peu ce qui va se passer cette semaine, le programme. Les lives prévus sont celui d'aujourd'hui et celui de vendredi sur le chapitre 11 de Je suis un chat de Natsume Soseki. Il y a également un live de découverte de l'univers de League of Legends prévu dimanche à 15h, mais ça ne sera pas le seul puisque j'en ai parlé lors des dernières émissions. En ce moment se déroulent les Worlds, donc les championnats du monde de League of Legends, et un petit peu pour entrer dans le mood, un petit peu entrer dans l'euphorie générale de cet événement, je me suis dit, allez, on se met dans l'ambiance, double ration. Donc cette semaine, il y aura, comme la semaine passée, une deuxième émission de découverte de l'univers de League of Legends. Je ne sais pas quel jour ça aura lieu, je vous tiendrai au courant sur Discord, Facebook, Twitter, comme d'habitude, ainsi que pour tous les lives chaotiques qui pourraient arriver cette semaine.
Je sais pas s'il y en a qui arriveraient cette semaine, je suis pas encore décidé, j'ai pas d'envie particulière. Enfin, j'aimerais bien vous faire des lives sur Sea of Thieves par exemple, j'aimerais bien vous faire des lives sur de nouveaux jeux. Il y a des envies, mais là il faut aussi que je m'organise, d'autant que j'ai pas mal de choses au niveau professionnel aussi à faire dans l'ombre. Et j'ai aussi des projets secrets qui se préparent comme ça discrètement. J'en parle depuis... En fait, je sais même pas si j'en ai beaucoup parlé de ce projet-là pour le coup. Je l'ai maintenu assez secret. Mais en ce moment, je travaille sur un projet, disons, qui serait dans la même veine que ça me rappelle une histoire, en un sens. C'est un peu... Je pense que si vous aimez Ça me rappelle une histoire, vous devriez aimer ce projet à peu près. Voilà, voilà. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur l'aspect esthétique de ce projet. Euh, Est-ce que je vous dis comment ça s'appelle? Je vous dis pas de quoi il s'agit, mais je vous dis comment ça s'appelle, et ça vous donnera peut-être des pistes. Le projet se nomme Terre Hostile. Voilà, voilà, j'en dis pas plus. Et donc, je suis en train de faire les overlays, les visuels. C'est pas l'endroit où j'excelle, loin de là. Donc, je prends mon temps pour faire ça, et pour faire ça maintenant, avant de commencer à faire... Ah ouais, mais si j'en parle plus, du coup, je vous dis ce que c'est, merde. Avant de faire des étapes qui pourraient sembler plus essentielles, mais qui pourtant ne le sont pas, puisque sur les autres étapes, je pense être plus doué. Tandis que sur l'étape des visuels, je pense être moins bon, donc je préfère m'en débarrasser maintenant et le faire maintenant. Et après, être dans le flux pour faire toutes les choses sur lesquelles je suis doué, et enclencher avec la diffusion de cette nouvelle émission Terre Hostile. Terre Hostile, émission où vous retrouverez peut-être notre cher Mirani. Je dis ça parce que Mirani rejoint sur le chat. Bonsoir Mirani, comment tu vas? Et voilà, c'est un petit indice comme ça, hop, une petite info supplémentaire que je glisse comme ça. Il se peut que ce soit un projet en partenariat, en tout cas en multi, en groupe. Voilà, je ne serai pas seul dans l'affaire. Bref, j'en dis pas plus encore une fois. Il y a des petites infos, il y a des petits indices qui se baladent, peut-être sur mon Discord, peut-être sur le Discord de Cora, je suis pas sûr. Et puis dans le chat de certains lives de Jérôme, légendaire par exemple. Enfin voilà, c'est des petites infos qui circulent comme ça en background, en coulisses. Donc voilà, là je travaille largement sur ça ces jours-ci. J'ai eu l'illumination il y a de cela quelques temps pour faire avancer ce projet, ce Schmilblick. Donc je vais essayer de m'y investir de plus en plus dans les jours, semaines à venir. Et puis je reviendrai, j'espère très vite, avec ce projet finito, enfin du moins présentable en live. Également, justement, Mirani qui est là pourra en attester. La semaine passée, on a eu le loisir et la joie de se revoir avec Mirani et de pouvoir faire une nouvelle session d'enregistrement. On en avait fait une il y a de cela 3 semaines, du coup, si je dis pas de conneries, environ. Et la semaine passée, on a complété un petit peu ces sessions d'enregistrement pour la chanson Elements, chanson de Mirani pour son album. C'était vraiment très sympa d'enregistrer ça ensemble. On a enregistré le chant. Et ouais, c'était vraiment sympathique. J'ai hâte d'y travailler. Et pareil, j'essaie de me fournir un peu en matos pour commencer à envoyer, à passer au level supérieur. Parce que je pense que c'est très rare que je pense ça de moi-même. Mais je pense que là, j'arrive à plus de compétences que de matériel. C'est très très rare que je pense ça comme ça, mais je pense que là, la chose qui ferait améliorer les choses... Voilà, je déteste quand je commence à parler en utilisant le mot chose 10 fois par phrase. Mais la composante qui ferait évoluer les choses, ça serait que j'ai du nouveau matos, je pense. Enfin, en tout cas, qui ferait bien améliorer la qualité de tout le projet. Donc voilà, je vais me fournir, j'espère, en temps et en heure, bref. D'ailleurs, sachez que cette caméra HD incroyable que j'avais commandée depuis extrêmement longtemps, j'ai reçu un message aujourd'hui pour me dire que je pouvais aller la chercher au magasin alors qu'ils étaient censés me la livrer. Yeah! Et vu que c'est un magasin qui n'est pas à côté de chez moi, bien loin, bah je vais attendre encore quelques jours avant de l'avoir. Donc, yeah! Ça fait trop plaisir en fait. Je suis vraiment très très excité et à la fois très très dégoûté. Mais voilà, ça va être encore une nouvelle petite amélioration. Je vous rappelle quand même que je voulais l'avoir mi-juillet, hein, cette nouvelle caméra à la base. Bref.
Écoutez, je pense avoir déjà pas mal bavassé. Je pense qu'on va se lancer dans la lecture sans plus de cérémonie. Je vais faire de mon mieux parce qu'encore une fois, comme je vous disais, c'est un dialogue et a priori pas mal de persos qui vont se croiser. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous restituer et que ça soit au maximum compréhensible et fluide. De toute manière, c'est vraiment dans cet ordre-là que je le conçois. Je veux que ça soit compréhensible, je veux que ça soit fluide, et après, si c'est en plus agréable, parfait. Mais c'est vrai que je le conçois dans cet ordre-là. Bref, sur ce, les amis, santé à tous, prenez place. Je sais pas si la lecture va durer très longtemps, du coup, vu que je découpe le chapitre en deux lives. Mais ce soir, il y aura 3 parties de lecture. Encore une fois, très arbitraire, toutes les 11 pages. Voilà, c'est très arbitraire, mais c'est parce qu'il n'y a pas de découpe legit dans le texte en soi. Et puis, bah écoutez, franchement, je vais juste fermer ma gueule. je, je me, je me répète à l'infini en me disant ah oui, faudrait que je donne telle info, tel machin, mais en fait je l'ai déjà donné, je me répète à l'infini, c'est terrible. Je te souhaite une bonne écoute, Mirani, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause, d'ici je pense une grosse vingtaine de minutes. Une petite vingtaine de minutes? Une vingtaine de minutes. À tout à l'heure. Chapitre 11. Meitei et Dokusen sont assis face à face devant l'alcôve, un damier de jeu de go placé devant eux. Nous n'allons pas jouer pour rien. Celui qui perd paie quelque chose. D'accord? Insiste Meitei, et Dokusen répond en tiraillant sa barbiche comme d'habitude. Une telle pratique souillerait la pureté du jeu, qui, en plus, perd son intérêt si on se préoccupe de questions d'argent au détriment de la réflexion. Ne nous soucions pas de gagner ou de perdre, mais faisons cette partie d'un cœur hardi, comme si nous sortions d'une caverne pour nous retrouver sous les nuages blancs de la nature, car c'est à cette condition seulement que nous goûterons la pleine saveur du jeu. Te voilà reparti. Tout ne va pas sans mal avec un ermite comme toi. On te croirait sorti du récit des 71 ermites. Il faut en revenir à l'harmonie de la nature, aussi délicate qu'une note de harpe sans corde. Tu veux faire un jeu de mots avec télégraphie sans fil? En tout cas, commençons. Tu prends les blancs? N'importe lesquels. Ta qualité d'ermite t'élève au-dessus de ces choses, bien sûr. Si tu prends les blancs, il résulte que les noirs me reviennent. Bien, commence. Attaque où tu veux. La règle est que les noirs ouvrent le jeu. Très bien. Alors je vais être modeste et commencer ici, selon les règles. Les règles ne disent pas que tu peux faire cela. C'est sans importance. C'est une règle récemment inventée. Le monde dans lequel je vis est petit, et il n'y a pas longtemps que j'ai vu pour la première fois un damier de go. Plus j'y réfléchis, plus je le trouve drôle. C'est une planche carrée et étroite, qu'on a découpée en lignes serrées les unes contre les autres, et on range sur le tout une multitude de pions blancs et noirs à donner la nausée. Les joueurs s'excitent là-dessus en transpirant abondamment, à grands cris de « j'ai gagné, tu as perdu, tu es pris, je suis dégagé ». Tout cela pour un carré de 30 centimètres de côté environ, qui devient un capharnaüm quand une patte de chat mélange les pions. Ces herbes forment une hutte quand on les assemble, et redeviennent une lande désolée quand on les sépare. C'est un amusement sans aucune utilité. Il est bien plus agréable de rester les bras croisés à regarder les autres jouer. L'arrangement des pions n'est pas trop désagréable à voir jusqu'aux 30 ou 40 premiers coups, mais quand on arrive au moment décisif, quel pitoyable spectacle! Les pions noirs et blancs sont entassés à déborder, et ils sont tellement pressés les uns contre les autres qu'on croit les entendre craquer. Ils ne peuvent pas demander aux pions voisins de leur faire un peu de place. Ils n'ont pas le droit d'ordonner aux pions devant eux de dégager les lieux. Ils ne peuvent que se faire tout petits, sans bouger, en se résignant à leur sort. Ce sont les hommes qui ont inventé ce jeu, et si on admet que leur goût se révèle sur le damier, on peut dire que la destinée restreinte des pions symbolise l'esprit étriqué des hommes. Si on admet encore que les pions donnent une idée de l'état d'esprit des humains, on est conduit à penser que ceux-ci aiment à réduire le ciel immense et la mer illimitée à leur mesure, et à chercher 1000 artifices pour se mesurer un domaine d'où ils ne pourront plus bouger d'un seul pas. On peut caractériser les hommes en un mot. Ce sont des êtres qui recherchent les tourments par plaisir.
Meitei, le nonchalant, et Dokusen, à l'esprit plein de zen, ont tiré pour je ne sais quelle raison un vieux damier de go du placard, et ils se sont lancés dans ce jeu étouffant. La rencontre de ces deux personnages a produit au début un jeu où chacun prenait les positions qu'il voulait, et les pions se mêlaient librement sur le damier. Mais les dimensions de celui-ci sont limitées, et comme les lignes se remplissent à chaque passe, il est naturel que les mouvements deviennent de plus en plus difficiles, même pour des esprits nonchalants ou pleins de zen. Meitei, tu ignores toutes les règles. Tu n'as pas le droit de poser tes pions ici. C'est peut-être interdit dans le go des moines bouddhistes, mais ce coup existe dans l'école Onhibo. Mais tu places tes pions dans une position morte, où ils ne peuvent que se faire prendre. Je ne crains pas la mort, et encore moins une tranche de porc. Je vais essayer ce coup. Bien, faites donc, mon cher. Une brise parfumée souffle du sud, apportant un peu de fraîcheur dans le palais. Il me suffit de continuer de cette façon et tout sera bien. Eh, tu as continué. Je t'admire, car je ne pensais pas que tu suivrais. Ah, ne faites pas sonner la cloche de Hachiman. Comment vas-tu parer ce coup? La question ne se pose même pas. Le sabre froid levé dans le ciel. Ah, cela m'ennuie. Je vais couper ici. Eh, mes pions sont morts si tu me coupes ici. Arrête-toi. Attends. Je te dis depuis tout à l'heure que tu ne peux pas entrer dans une concentration pareille. Je vous en demande profondément pardon. Enlève ce pion blanc, s'il te plaît. Tu restes en attente. Et par la même occasion, ôte également celui qui est à côté. Tu ne manques pas de toupet. Voyons, entre nous, qu'est-ce que cela peut faire? Sois gentil et ôte ce pion. C'est une question de vie ou de mort. C'est le moment où j'arrive en scène en demandant d'attendre un peu. Je ne veux rien savoir de tout cela. Cela ne fait rien. Enlève ton pion. Voilà la 6e fois que tu me fais ce tour. Tu as bonne mémoire. Je vais te faire ce tour bien d'autres fois encore. Je te dis d'enlever ce pion. Tu es vraiment têtu. Tu devrais avoir l'esprit un peu vif avec la méditation que tu fais. Mais si je ne te prends pas ce pion, je vais perdre. Tu dois pourtant être indifférent à la défaite, non? Oui, je le suis. Mais je ne veux pas te laisser gagner. Eh bien, pour un homme en possession de la vérité, tu me surprends. Tu coupes l'éclair pendant la brise du printemps, n'est-ce pas? Non, tu cites à l'envers. C'est couper la brise du printemps pendant le temps d'un éclair. Ah ah ah, je croyais le moment arrivé pour te faire réciter cela de travers, mais tu as encore ta tête à toi. Dans ce cas, j'abandonne. Oui, cela vaut mieux. L'impermanence approche à grands pas dans le drame de la vie et de la mort. Amen, dit Meitei en lançant un pion dans un endroit où il n'a vraiment rien à faire. Pendant que Meitei et Dokusen se livrent à leur duel acharné devant l'alcôve, Kangetsu et Tofu sont assis l'un à côté de l'autre devant la porte du salon, près de mon maître, qui a le visage jaune. 3 bonites séchées sont étalées sur les nattes devant Kangetsu. Elles sont alignées bien sagement, sans enveloppe, et offrent un spectacle étrange. Elles proviennent de l'intérieur du kimono de Kangetsu et sont encore tièdes au toucher. Mon maître et Tofu les fixent d'un regard étonné, et Kangetsu ouvre enfin la bouche. Je suis revenu de chez moi voici 4 jours, mais j'ai dû courir à droite et à gauche pour diverses affaires et je n'ai pas pu venir vous voir. Il n'était pas nécessaire de te hâter autant, réplique mon maître avec sa rudesse habituelle. Ce n'était certes pas nécessaire, mais il fallait que je vous apporte vite ce petit cadeau de chez moi. Ce sont des bonites séchées? Oui, c'est le produit le plus fameux de ma région. Peut-être, mais il doit y en avoir aussi à Tokyo, commente mon maître en prenant la plus grosse bonite dans ses mains pour l'approcher de son nez et la flairer. La qualité d'une bonite ne se détermine pas à l'odeur. Ces bonites sont un produit fameux de ton pays, parce qu'elles sont assez grosses. Goûtez-les et vous verrez. Pour sûr, j'en mangerai, mais il manque un morceau à celle-ci. C'est pour cette raison qu'il me fallait vous les apporter au plus vite. Que veux-tu dire? Je veux dire que les rats les ont grignotées. C'est dangereux. On pourrait attraper la peste. Non, vous ne risquez rien. Il n'y a pas de danger pour quelques coups de dents comme cela. Où les rats ont-ils grignoté ces bonites? Dans le bateau. Le bateau? Comment cela? Comme je ne savais pas où les mettre, je les ai enveloppés dans le sac de mon violon, et j'ai pris le bateau. C'est arrivé le soir. S'il n'y avait que les bonites, cela passerait encore. Mais les rats ont pris mon violon, pour du poisson, et l'ont grignoté aussi. Ces rats sont bien distraits. Je me demande si on devient étourdi à ce point quand on habite sur un bateau, poursuit mon maître sans cesser de regarder les bonites. Personne ne comprend ce qu'il a voulu dire.
Les rats sont distraits, où qu'ils soient. C'est pourquoi je me suis inquiété à ma pension et j'ai mis les bonites dans mon lit le soir pour éviter une autre attaque des rats. Ce n'est pas très propre. Lavez-les un peu avant de les manger. Un peu. Cela ne suffira pas à les rendre propres. Alors vous pouvez les mettre dans de la lessive et les frotter jusqu'à ce qu'elles reluisent. Tu as dormi avec ton violon aussi? Non, je ne peux pas. Il est trop gros. Hein, quoi? Tu as dormi avec ton violon. Quel raffinement. Il y a un poème qui dit « Au printemps qui s'en va, on se sent le cœur lourd, comme chargé d'un luth. » Mais c'est de l'ancien temps. Si les hommes de talent de notre époque de Meiji ne dorment pas avec leur violon, ils ne peuvent pas espérer surpasser les anciens. Que penses-tu de « Dans la longue nuit d'automne, il serre son violon contre sa chemise de nuit » Tofu, peut-on dire cela en poésie de style nouveau? Lance Meitei, à voix retentissante de son coin. Tofu reste sérieux et répond. Les poèmes de style nouveau ne se composent pas aussi vite que les haïkus, mais quand ils sont faits, ils ont une étrange harmonie qui atteint jusqu'au plus secret des esprits. Ah? Je croyais qu'on faisait venir les esprits en brûlant des tiges de chanvre. Ils viennent donc aussi par la grâce de la poésie de style nouveau, persifle Meitei, en abandonnant une fois de plus son jeu de go. Mon maître l'avertit qu'il va perdre s'il parle à tort et à travers, mais il ne s'en préoccupe pas. De toute façon, mon adversaire est comme une pieuvre dans une marmite. Il ne peut bouger ni bras ni jambes. Je m'ennuie tellement que je me joins à la conversation à propos du violon. Dokusen rétorque sur un ton quelque peu offusqué. C'est à toi de jouer, je t'attends. Tu as déjà joué? Bien sûr, il y a un bon moment. Où? J'ai allongé cette diagonale de blanc. Je vois, tu as allongé ta ligne et tu as perdu. Car moi, la nuit va tomber à ce train, je ne vois rien à faire. Écoute, je te laisse jouer encore une fois. Replace ton pion où tu veux. Où as-tu vu jouer au go de cette façon? Alors je vais jouer. Ici, au coin. Kengetsu, les rats se permettent de mordre dans ton violon parce que c'est un article à bon marché. Tu devrais t'en offrir un meilleur. Veux-tu que je t'en fasse avoir un de 300 ans? Une antiquité d'Italie. Si vous voulez m'en faire la faveur, et en même temps, je vous demanderai de me faire étudier un prix. À quoi peut servir une vieillerie pareille? Pardon. À quoi peut servir une vieillerie pareille? Mon maître ne connaît rien au violon, mais cela ne l'empêche pas de s'en prendre à Meitei. Tu considères de la même façon les vieux violons et les vieilles personnes, mais des vieux comme Kaneda ont encore leur valeur. À plus forte raison, un violon est d'autant meilleur qu'il est vieux. Allons, Dokusen, dépêche-toi! Nous ne sommes pas à la tirade de Keimasa, mais les journées d'automne sont courtes. Il est pénible de jouer au go avec un homme aussi agité que toi. Je n'ai même pas le temps de réfléchir. Bien, je vais compléter une case ici. Tu as réussi à mettre tes pions en verrou. Quel malheur! Je ne croyais pas que tu ferais ce coup, et je me rongeais d'inquiétude en parlant de n'importe quoi pour te dérouter. En vain, je crois. Quoi de plus normal? Tu ne joues pas. Tu ne fais que chercher à tromper les autres. Cela, c'est l'école Honibo, l'école des gentilshommes de ce temps. Kushami, les conserves de légumes de Kamakura ont dû faire du bien à Dokusen, car il ne s'émeut de rien. Il a droit à notre estime et à notre respect. Il joue mal au go, mais il a du courage. Alors, un homme aussi peu courageux que toi devrait l'imiter. Jette mon maître sans se retourner, sur quoi Meitei lui tire une longue langue rouge. Dokusen invite Meitei à poursuivre le jeu, comme si la discussion ne le concernait pas du tout. Tofu s'adresse à Kangetsu. Quand as-tu commencé le violon? Je voudrais moi aussi l'étudier un peu, mais il paraît que c'est très difficile. N'importe qui peut en jouer de façon suffisante. Je compte sur le fait que ceux qui s'intéressent à la poésie semblent progresser rapidement en musique, car après tout, poésie et musique font partie de l'art. Qu'en penses-tu? Tu as probablement raison. Tu feras certainement des progrès. Quand as-tu commencé? Quand j'étais au lycée. Monsieur Kushami, vous ai-je dit ce qui m'a conduite à étudier le violon? Non, jamais. Tu as commencé avec un professeur quand tu étais au lycée? Non, je n'avais pas de professeur, j'ai étudié seul. Tu es un génie, sans conteste. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour étudier seul, répond froidement Kangetsu. Il doit être seul de son espèce à se fâcher quand on lui dit qu'il a du génie. Comme tu veux, mais dis-nous comment tu as fait, je voudrais bien le savoir. Si tu veux. Vous êtes d'accord, monsieur Kushami? Oui, parle.
De nos jours, on voit souvent des jeunes gens parcourir les rues avec des boîtes à violon à la main. Mais de mon temps, il n'y avait presque aucun lycée où on faisait de la musique occidentale. Mon lycée en particulier était perdu au fond d'une campagne. C'était un endroit d'une telle rusticité qu'on n'y connaissait même pas les sandales à semelles de chanvre, et bien sûr personne parmi les élèves ne jouait du violon. On dirait qu'ils viennent de commencer une histoire intéressante là-bas. Pardon. On dirait qu'ils viennent de commencer une histoire intéressante là-bas. Dokusen, laissons là notre partie de Go. Il y a encore 2 ou 3 endroits à terminer. C'est sans importance, je t'en fais cadeau. Je ne peux pas les accepter. Tu es bien trop minutieux pour un étudiant de zen. Alors finissons-en d'un seul coup. Kangetsu, ce que tu dis a l'air intéressant. C'est cette école dont tu parles, où les élèves vont les pieds nus. Pas du tout. Pourtant, tout le monde dit que les élèves ont la peau des pieds très dure à force de faire des demi-tours droites, pieds nus pendant les exercices d'entraînement militaire. C'est absurde. Qui a dit cela? Sans importance. On dit aussi qu'ils emportent une énorme boule de riz à l'école pour leur déjeuner, et ils la suspendent à leur ceinture comme un citron de Chine. Quand ils la mangent, je devrais plutôt dire quand ils la mordent, il apparaît au centre de cette boule de riz une prune confite. On raconte qu'ils mordent dans leur boule de riz insipide, avec le seul espoir de voir surgir cette prune confite. Ces garçons débordent vraiment de vigueur. Dokusen, cette histoire devrait te plaire. Ils ont un tempérament prometteur, plein de rude simplicité. Il y a encore plus prometteur. Il paraît qu'il n'existe pas de cendrier crachoir là-bas. Un de mes amis travaillait dans cette région. Et il a voulu un jour acheter un de ces cendriers crachoirs portant la marque de Togetsuo, la montagne de Shizuoka. Or, il n'y avait même pas de cendrier crachoir dans les magasins. Les marchands lui ont dit que ce n'était pas nécessaire d'en vendre, car il suffisait d'aller dans un fourré de bambou derrière n'importe quelle maison, et de s'en confectionner un. Ce récit est également plein d'une rude simplicité, qui est la marque d'un caractère à ton goût, Dokusen. Certes, mais il faut que je mette un pion hors-jeu ici. Bon, hors-jeu, 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 et maintenant c'est fini. Ce que je viens de vous dire m'a beaucoup étonné quand je l'ai appris. Je t'admire d'avoir étudié seul le violon dans un endroit pareil. Un poème du Shushi parle du dénuement dans la solitude, et tu es Kangetsu, le Kyuyuan de notre époque de Meiji. Cela ne me plaît pas du tout. Alors, tu es le Werther de ce siècle? Quoi? Tu comptes les pions? Tu es d'un sérieux incroyable. Tu n'as pas besoin de compter les pions, je sais que j'ai perdu. Oui, mais il vaut mieux que tout soit clair. Je te laisse donc faire le compte. Je n'ai aucune envie de faire le bilan de la partie. Si je n'écoute pas de quelle façon le Werther de notre siècle a commencé l'étude du violon, mes ancêtres ne me le pardonneront jamais. Excuse-moi, dit Meitei en se levant pour se glisser vers Kangetsu. Dokusen ramasse les pions blancs et noirs pour les mettre sur leurs lignes respectives, et il s'absorbe dans son calcul en marmonnant. Kangetsu poursuit son histoire. La campagne où j'habitais étant ce qu'elle était, et les gens du lieu ayant leur tête, ils sanctionnaient sévèrement tous ceux qui montraient des signes de relâchement, sous prétexte que cela donnait une mauvaise impression aux élèves des autres préfectures. C'était très ennuyeux. Les lycéens de ta province étaient assez particuliers. Ils portaient d'ailleurs un hakama bleu foncé sans motif. C'est déjà curieux. Mais en plus, tout le monde a le teint sombre, peut-être à cause du vent de la mer. C'est sans grande importance pour les hommes, mais cela doit gêner les femmes, je suppose. Chaque fois que Meitei fait irruption dans une conversation, on s'éloigne à des lieux du sujet. Les femmes ont aussi le teint sombre. C'est étonnant qu'elles puissent trouver des maris. Qu'est-ce que cela peut faire si tout le monde a le teint foncé dans la région? C'est l'enchaînement des causes et des effets, n'est-ce pas, Kushami? Il faut mieux avoir le teint foncé. Quand on l'a trop blanc, on n'arrête plus de se regarder dans le miroir. Et comment voulez-vous retenir une femme? Dit mon maître en poussant un long soupir. Mais quand tout le monde a le teint foncé, est-ce que cela n'est pas une cause de vanité? Demande logiquement Tofu. Quoi qu'il en soit, les femmes ne servent à rien. Pardon, trompé de personnage. Quoi qu'il en soit, les femmes ne servent à rien, répond mon maître, ce à quoi Meitei ajoute en riant. Ta femme ne va pas apprécier ce que tu dis. Bah, ne t'inquiète pas. Elle n'est pas ici? Elle est partie tout à l'heure avec les enfants. Je me disais bien que tout est tranquille. Où est-elle allée? Je n'en sais rien, elle va où elle veut. Et elle revient quand elle veut? Eh oui, tu as de la chance d'être célibataire. À ces mots, Tofu fait une grimace de mécontentement et Kangetsu a un large sourire. Meitei commente. C'est le sentiment de tous les hommes mariés. Dokusen,
Tu es de ceux qui ont des ennuis avec leur femme, n'est-ce pas? Hein? Attends une seconde. 4 fois 6, 24, 25, 26, 27. Je croyais qu'il y en avait moins. Mais voici quand même 46 pions. Il me semblait que j'avais gagné avec une marge plus importante, mais il n'y a qu'une différence de 18 pions. Qu'est-ce que tu disais? Que tu es de ceux qui ont des ennuis avec leur femme. Ah, pas précisément. Il se trouve que ma femme m'aime. Ah, excuse-moi, je te reconnais bien là. Dokusen n'est pas seul de son espèce. Il y en a beaucoup d'autres comme lui, dit Kangetsu, plaidant pour toutes les épouses du monde. Je suis d'accord avec Kangetsu. L'homme ne peut arriver à la perfection que par deux chemins, à mon avis, qui sont l'art et l'amour. L'amour conjugal représente un de ces chemins et l'homme doit se marier pour atteindre cette plénitude. Sinon il va à l'encontre des vœux du ciel. Qu'en pensez-vous, monsieur? Dit Tofu, avec son sérieux habituel, en se tournant vers Meitei. C'est une opinion des plus remarquables. Je n'arriverai probablement jamais moi-même à cet absolu. Encore moins quand tu auras une femme, ajoute mon maître, le visage sombre. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On passe à la première pause du live, les gars. Ouais, je suis parti en live sur cette phrase, je savais plus comment la finir. Bref, pause. Et du coup, bonsoir Miari, bonsoir Marin ou Marine, je sais toujours pas comment le prononcer, c'est terrible. Bonsoir Zikael, comment allez-vous? Merci d'être passé faire coucou ou de nous avoir rejoints. Ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de voir qu'il y a pas mal d'activités sur le Discord a priori. Ils sont tous en train de jouer à Among Us a priori. L'occasion pour moi de vous rappeler que si ça vous intéresse, je vous rappelle, tous les dimanches à 21h, il y a une sorte de permanence, j'appelle ça la veillée du dimanche, de 21h à minuit, où je suis à disposition en vocal sur mon Discord et on peut parler, jouer, etc. etc. Et c'est vrai que bah, là, les deux dernières veillées, on a complètement joué à Among Us toute la soirée. Mais ouais, on s'amuse bien et n'hésitez pas à nous y rejoindre, c'est très très le fun. En tout cas, je trouve. Puis j'ai l'impression que les gens qui s'y rendent trouvent ça fun aussi, donc ça fait plaisir. Bon, je suis un peu mitigé encore une fois. En fait, je trouve que c'est dans la perfecte lignée de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent dans cette œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des choses sympas, il y a des choses un peu plus ennuyeuses. Et là, moi, je dois avouer que c'est certainement fait pour donner un ton humoristique, satirique, comme on le disait dans les précédents lives. Mais je dois avouer que le personnage de Meitei, qui raconte du bullshit en permanence, et qui n'arrête pas d'intervenir dans les anecdotes de tout le monde pour ramener sa science et raconter de la merde, en fait, moi, ça ne m'amuse pas du tout. Vraiment, je suis en mode, putain, ça rallonge le récit pour rien. Donc ouais, j'aime vraiment pas ce personnage. Je trouve que ça, non seulement ça rallonge le récit pour rien, et en plus ça le rend beaucoup moins compréhensible. Parce que du coup, vu qu'il y a des interruptions perpétuelles, et qui nous sortent complètement de l'histoire, enfin, disons du rail de la discussion telle qu'elle est présentée en début, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, je trouve. Dokusen et Meitei qui jouent au Go, c'est surprenant. Ah, tu trouves ça surprenant, Miari? Par le fait que Meitei cassait un peu du sucre sur le dos de Dokusen. Mais malgré tout, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que malgré le fait que Meitei casse un petit peu tout le monde en permanence, et même si les personnages, en fait, ils ont tous l'air d'être assez durs les uns envers les autres et de se caler des grosses cudes dans le dos les uns des autres. Mais malgré tout, au final, c'est quand même une énorme bande de potes, en quelque sorte. En tout cas, une énorme bande de connaissances qui se côtoient régulièrement, etc., etc. Donc ça me choque pas forcément plus que ça. C'est vrai que c'est étonnant dans le sens où Meitei a mis en garde Kushami contre Dokusen. Mais sinon, je trouve que ça suit assez ce qu'on a vu depuis le début du live. Enfin, depuis le début de la lecture. À savoir que ouais, tous les persos sont pas très sympas les uns avec les autres, je trouve. Et du coup, pour te répondre, Miari, on n'en est pas arrivé là d'une manière particulière. Vraiment, le chapitre a commencé comme ça. Le chapitre a commencé avec Dokusen et Meitei qui sont en train de jouer une partie de Go. Ça, voilà, ça pour le coup, la partie de Go, j'ai l'impression qu'on n'a rien loupé là-dessus.
On a un petit peu tous les poncifs entre guillemets de ce qu'on peut imaginer de la culture japonaise. On a eu le droit au bain public, là on a le droit à la partie de Go. Donc c'est vrai que ça semble bien, en tout cas de ce qu'on en connaît, alors c'est peut-être cliché, mais ça semble bien traduire le quotidien japonais quand même, ce roman. Au début, je me suis dit que ça allait être hyper intéressant. Alors, il y avait plein de phrases qui semblaient complètement absurdes, mais je pense que ce sont des phrases qui vont avec le jeu de Go en fait. Ça doit être des phrases connues. D'ailleurs, je sais pas. Peut-être qu'il y a des phrases consacrées dans le jeu de Go. Je sais pas. Ou bien c'est des phrases qui vont avec les moves qu'ils peuvent faire par le biais de leur pion, quoi. Mais du coup, voilà, ça semblait un peu absurde, c'était un peu étrange, mais ça donnait une teinte sympathique, je trouve, à l'œuvre. Et je me suis dit que ça allait être hyper drôle parce que je me suis dit que ça allait constamment faire partie de Go et discussion Kushami, Kangetsu et Tofu. Donc là, ça y est. D'ailleurs, on a un dialogue qui réunit beaucoup des personnages qu'on a croisés. Donc c'est d'autant plus compliqué pour moi d'en faire la lecture de manière claire et limpide. Mais bon, je fais de mon mieux. Mais ouais, j'aurais bien aimé cette construction-là et j'ai vraiment cru que ça serait ça. Surtout qu'on a déjà eu une construction similaire d'un dialogue dans un chapitre précédent où il y avait entre guillemets deux histoires côte à côte. Donc j'aurais bien aimé que ça soit comme ça aurait été plus facile à suivre et je pense que ça aurait pu dynamiser le dialogue une fois de temps en temps. Si on avait vraiment eu un dialogue Dokusen, Meitei, un dialogue Tofu Kushami, Tofu. Mais là, le fait que Meitei interrompe direct Kangetsu pour le reprendre, pour ajouter des trilliards de détails inintéressants et tout, je suis un peu dégoûté. Donc bon. J'espère que ça sera digeste pour la suite. Alors, Miari, tu connais pas le Go? Il y a un manga sur le Go dessiné par le dessinateur de Death Note qui s'appelle Hikaru no Go. Et bah c'est pas simple. Enfin le concept est simple mais c'est pas évident à jouer. Bah en fait je vois ce qu'est le Go mais je pense que... Ou bien je me trompe. Parce que le truc c'est que j'ai déjà joué au Go sur une version ordinateur, tu sais comme les vieux jeux qu'on avait sur les PC là. Les jeux par défaut sur le PC. Genre sur les Windows XP et tout. Et je crois que j'avais un jeu comme ça et que j'avais déjà joué. Sauf que dans mes souvenirs c'est ultra méga giga simple. Donc je me demande si je ne me suis pas trompé, enfin s'il n'y a pas plusieurs versions des règles du jeu aussi potentiellement, et si je me trompe pas de jeu, je sais pas. Parce qu'à chaque fois c'est présenté comme l'espèce d'échec asiatique et c'est présenté comme quelque chose de très très intellectuel j'ai l'impression. Alors que j'avais l'impression que ça avait l'air plutôt simple. Après c'est pas parce que c'est pas... Enfin comment dire. La simplicité n'implique pas que il puisse pas y avoir beaucoup de réflexion ceci, donc bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, toutes les phrases un petit peu étranges qu'ils ont pu dire, je pense, faisaient référence à des moves dans le jeu de Go, que je ne connais donc pas du tout. Je sais plus où est-ce que c'était, il y avait quoi? Attendez, j'essaie de rechercher. Ah, quoique, peut-être pas. Ah, peut-être pas, c'était peut-être juste Meitei qui faisait son show. D'après les notes que je vois une fois... Ouais. Je vais pas lire toutes les notes parce qu'il y en a vraiment beaucoup et très détaillées et c'est difficile de les comprendre si je relis pas le texte juste avant. Mais ah non, en fait, c'était peut-être pas des références à des moves. Je pensais que c'était des références à des noms de moves. Parce que, par exemple, je sais qu'aux échecs, ouais, il y a beaucoup de stratégies qui portent des noms. Mais apparemment, ça a pas l'air d'être ça. Ça fait peut-être référence uniquement à... Enfin, c'est peut-être juste Meitei qui fait son show et qui continue de nous raconter un peu tout et n'importe quoi comme d'habitude. J'ai l'impression que ça part comme ça en tout cas. Ah, je vois que je vois que sur mon Discord ils sont de plus en plus à jouer à Among Us, ça me fait marrer. Les règles sont simples, mais les strats sont complexes de ce que j'en ai joué. Ouais, voilà, je pense que ça doit être un truc comme ça. Sinon, tu peux jouer les GOT sur AO2, n'importe quoi. Sur Age of Empire, n'importe quoi. Bah écoutez, je pense que je vais reprendre la lecture assez vite parce que j'ai pas grand chose à en dire forcément. Il s'est pas passé grand chose, hein. Là on est vraiment sur un pur dialogue où pour le moment on est dans le quotidien et dans les petites discussions de nos personnages. Donc à voir s'il y a quelque chose qui se déclenche, mais bon,
Vous avez un peu l'habitude, je pense, avec cette lecture, qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'action. On va dire que les péripéties sont pas le centre de ce texte. On est plus sur des bribes de vie, ouais, des bribes du quotidien japonais, ou en tout cas du quotidien de nos personnages. Je vais relire les phrases, les 2-3 répliques précédant la reprise, pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se rattache. Puis après, je repoursuivrai pour une dizaine de pages. Et du coup, bonsoir Miari, merci d'être passé, et bah, bonne écoute à toi pour la rediff du coup. Je te souhaite une bonne soirée et à bientôt. On est y part pour la suite. Bonne écoute Zikael, bonne écoute Marine, si tu es toujours là, bonne écoute Mirani également. Et bien sûr, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens dans encore une fois une vingtaine de minutes, je pense. Donc il faut que alors attendez, il faut que je m'arrête à la page 456, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ok, let's go. Chapitre 11. Suite. C'est une opinion des plus remarquables. Je n'arriverai probablement jamais moi-même à cet absolu. Encore moins quand tu auras une femme, ajoute mon maître, le visage sombre. En tout cas, nous, les jeunes gens non encore mariés, devons ouvrir le chemin du progrès en nous frottant à l'esprit, sinon nous ne pourrons pas saisir le sens de la vie. C'est pourquoi je me propose d'abord d'étudier le violon, et j'écoute ce que Kangetsu veut nous dire. Alors attendez, parce que je sais pas qui vient de dire cette phrase, du coup c'est terrible. Ah, ça devait être Tofu. Ok. Je vais reprendre, ça sera beaucoup plus simple. Je vais me refaire un repère pour la rediff. Et puis je vais reprendre plus haut pour qu'on puisse mieux encore rattacher les wagons, parce que là c'est vraiment complexe. Chapitre 11, suite. Je suis d'accord avec Kangetsu. L'homme ne peut arriver à la perfection que par deux chemins, à mon avis, qui sont l'art et l'amour. L'amour conjugal représente un de ces chemins, et l'homme doit se marier pour atteindre cette plénitude, sinon il va à l'encontre des vœux du ciel. Qu'en pensez-vous, monsieur? Dit Tofu avec son sérieux habituel, en se tournant vers Meitei. C'est une opinion des plus remarquables. Je n'arriverai probablement jamais moi-même à cet absolu. Encore moins quand tu auras une femme, ajoute mon maître, le visage sombre. En tout cas, nous, les jeunes gens non encore mariés, devons ouvrir le chemin du progrès en nous frottant à l'esprit, sinon nous ne pourrons pas saisir le sens de la vie. C'est pourquoi je me propose d'abord d'étudier le violon, et j'écoute ce que Kangetsu veut nous dire. Ah oui, oui, nous devions écouter l'histoire du violon de notre Werther. Allons, parle, nous ne te dérangerons plus, promet Meitei en réfrénant enfin son naturel exubérant. Le chemin du progrès ne s'ouvre pas avec un violon. Ce serait trop facile si on pouvait découvrir les vérités de l'univers avec des amusements pareils. Pour arriver à cette connaissance, il faut avoir le courage spirituel de se jeter dans un prince. Je me trompe de personnage, putain c'est très chiant, je suis vraiment désolé, mais il y a trop de personnages et il n'y a pas d'indication de qui parle. Le chemin du progrès ne s'ouvre pas avec un violon. Ce serait trop facile si on pouvait découvrir les vérités de l'univers avec des amusements pareils. Pour arriver à cette connaissance, il faut avoir le courage spirituel de se jeter dans un précipice, d'y mourir et de renaître à une autre vie, dit gravement Dokusen. Mais Tofu, qui n'entend rien aux arcanes du zen, ne prête pas la moindre attention à son prêche et répond. Oui, peut-être, mais je crois quand même que l'art exprime ce qu'il y a de plus profond dans les convictions humaines. On ne peut pas le dédaigner. Dans ce cas, laissez-moi vous conter l'histoire de mon violon, comme vous dites le désirer. Je disais donc que j'ai eu beaucoup de difficultés avant de commencer mes études de violon. La première a été pour acheter l'instrument. Certainement, il n'y a sûrement pas de violon dans une campagne où on ne trouve même pas de sandales à semelles de chanvre. Si, il y en a. J'avais économisé assez d'argent pour en acheter un, mais cela m'était impossible. Pourquoi? Parce que le monde est si petit là-bas, que tous les gens auraient appris immédiatement que j'avais acheté un violon. Et si on avait découvert cela, on m'aurait tourmenté pour me punir de ma présomption. Le génie a toujours été entravé, sympathise Tofu. Encore le génie. S'il vous plaît, je voudrais bien qu'on n'utilise plus ce mot.
J'en suis donc arrivé à désirer ce violon chaque fois que je passais devant le magasin lors de ma promenade quotidienne, en me disant que ce serait magnifique si je pouvais l'acheter, en imaginant avec quel plaisir je le presserais contre moi. J'y pensais tous les jours. Cela se comprend, dit Meitei. C'était une obsession, s'étonne mon maître. C'est bien ce que je dis, tu es un génie, admire Tofu. Seul Dokusen reste au-dessus de tout cela et tortille sa barbiche. Vous vous demandez certainement comment il se fait qu'on vende des violons dans un endroit pareil, mais à la réflexion il n'y a rien de bizarre. Il y avait aussi une école de filles qui devaient suivre des cours de violon chaque jour, et il leur fallait donc des violons. Certes, ils n'étaient pas de très bonne qualité, c'était juste des instruments qui portaient le nom de violon. Le propriétaire du magasin n'y attachait pas beaucoup d'importance, et en avait accroché 2 ou 3 dans sa vitrine. Il leur arrivait parfois de lâcher quelques notes quand le vent soufflait, ou quand un garçon de course les touchait. Lorsque j'entendais cette musique, je ne pouvais plus tenir en place. C'était comme si on me déchirait brusquement le cœur. C'est dangereux cela. Il y a plusieurs sortes d'épilepsie, qui peuvent être produites par la vue de l'eau, des gens, ou autre chose encore. Mais toi, en bon Werther, tu as l'épilepsie du violon. Raille Meitei. Tofu, au contraire, est de plus en plus admiratif. Non, il n'y a pas de véritable artiste sans une sensibilité aussi exercée. Nous avons affaire à un génie, sans aucun doute. Ma foi, c'était peut-être de l'épilepsie, mais le son des violons était unique. J'ai beaucoup joué depuis, mais je n'ai jamais pu reproduire d'aussi belles notes. Je ne sais pas comment les qualifier. Elles étaient hors du langage. Comme le tintement cristallin de quelques gemmes précieuses, suggère Dokusen, mais malheureusement personne ne remarque la recherche de sa citation. À force de me promener chaque jour devant le magasin, j'ai réussi à entendre 3 fois ces notes merveilleuses. La 3e fois, j'ai décidé qu'il me fallait à tout prix acheter un violon, même si les gens de mon pays me critiquaient, même si les gens des autres préfectures me méprisaient, même si je rendais le dernier soupir sous les coups de poing de mes condisciples, même si j'avais le malheur d'être mis à la porte de l'école. Je ne pouvais plus résister au besoin d'acheter un violon. C'est du génie. Sinon, comment t'expliquer cette persévérance? Je t'envie, car moi aussi je tente depuis des années d'arriver à une intensité de sentiments comparable à la tienne, mais sans succès. Je vais au concert pour écouter de la musique avec tout l'enthousiasme dont je suis capable, mais je n'arrive pas à me passionner. Se lamente Tofu, l'air malade d'envie. C'est ce qui fait ton bonheur. Je peux parler de tout cela avec calme maintenant, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai souffert à l'époque. Finalement, je me suis offert un violon. Comment cela? C'était précisément le soir avant la fête de l'anniversaire de l'empereur, en novembre. Les camarades de mon pays étaient allés dans une station thermale et j'étais seul. J'étais resté couché, en me disant malade pour ne pas aller à l'école. Dans mon lit, je ne pensais qu'au violon, en me promettant de sortir le soir même pour me le procurer. Tu t'es inventé une maladie pour ne pas aller à l'école? Oui, exactement. Ah, tu es quelque génie, en effet, reconnaît Meitei. J'attendais le crépuscule, la tête hors des draps, mais il ne venait pas vite. Alors je me suis enfoncé dans ma literie et j'ai attendu, les yeux fermés, mais rien à faire. J'ai sorti la tête de mes draps, et j'ai vu l'ardent soleil d'automne éclairer toute la surface de la porte de papier. Son éclat m'a mis en colère. À la partie supérieure de la porte, il y avait des ombres allongées qui tremblaient de temps en temps dans le vent d'automne. Qu'est-ce que c'est que ces ombres allongées? C'étaient des kakis amers, épluchés et suspendus au revers du toit. Et alors? De guerre lasse, je me suis levé pour aller sur la véranda, et j'ai mangé un des kakis. Il était bon? Demande mon maître comme un enfant. Très bon. Les kakis de cette région sont excellents. On n'en trouve pas de tels à Tokyo. Laissons les kakis, et dis-nous ce qui arrivait ensuite, presse Tofu. Ensuite, je suis retourné sous mes draps, j'ai fermé les yeux et j'ai prié les dieux que la nuit tombe vite. 3 ou 4 heures plus tard, j'ai sorti la tête de mes draps en croyant que le moment était venu, mais l'ardent soleil d'automne éclairait toujours la porte et les ombres allongées étaient toujours à leur place, tremblant au vent. Tu nous as déjà dit cela. Cela s'est répété plusieurs fois. J'ai alors quitté mon lit pour aller sur la véranda, où j'ai mangé un kaki, et je suis reparti me coucher en priant les dieux pour que la nuit arrive vite. On en revient toujours à la même chose. Bah, ne soyez pas si impatients. J'ai tenu bon encore 3 ou 4 heures dans mes draps, puis j'ai mis le nez au dehors, pensant que cette fois cela suffirait. Mais l'ardent soleil d'automne éclairait en plein la porte, et des ombres allongées tremblotaient à la partie supérieure. C'est encore et toujours la même histoire.
Alors je me suis levé pour aller sur la véranda où j'ai mangé un kaki. Encore un kaki? Tu ne fais que te bourrer de kaki sans fin et sans limite. Je ne tenais plus en place. Ceux qui doivent t'écouter auront encore plus de mal que toi à tenir en place. Monsieur Kouchami, vous êtes toujours si pressé que j'ai de la peine à continuer mon histoire. Tu fais aussi de la peine à ton auditoire, insinue Tofu avec quelque mécontentement. Dans ces conditions, je me rends et je vais résumer la suite. En bref, à force de manger un kaki chaque fois que je me levais, j'ai croqué tous les kakis suspendus au rebord du toit. Et alors, la nuit a dû tomber. Non, justement. Quand j'ai relevé la tête après le dernier kaki, l'ardent soleil d'automne éclairait encore en plein la porte et... Moi j'en ai assez, cette histoire n'a pas de fin. Et moi qui vous parle, vous croyez que je n'en suis pas lasse aussi? Avec ton endurance, tu dois réussir à peu près tout ce que tu entreprends. Si nous ne réagissons pas, le soleil d'automne va briller jusqu'à demain. Quand comptes-tu acheter ton violon? Demande Meitei, qui semble avoir finalement perdu patience. Seul Dokusen ne s'émeut pas, et garde l'air d'être prêt à laisser le soleil d'automne briller jusqu'à demain matin, et même jusqu'à après-demain matin. Kangetsu continue froidement. On me demande quand j'ai acheté mon violon. Eh bien, j'avais l'intention de l'acheter dès le soir venu. Par malheur, chaque fois que je sortais la tête de mes draps, je trouvais le soleil d'automne en train de briller. La souffrance que je ressentais alors est bien autre chose que votre petite impatience d'aujourd'hui. Voyant que le soir ne se décidait pas à venir après que j'avais mangé le dernier kaki, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en sanglots. Tofu, j'étais si découragé que j'ai pleuré. Certes, je sais que les artistes ont une sensibilité à fleur de peau et je compatis à ta profonde misère, mais j'aimerais que tu avances plus vite dans ton histoire, dit Tofu, que sa gentillesse pousse à dire des choses comiques avec le plus grand sérieux. J'ai bien envie moi-même d'avancer dans mon récit, mais que puis-je faire si la nuit ne veut pas tomber? Nous ne pouvons pas attendre qu'elle se décide. Restons-en là, dit mon maître à bout de patience. Non, je ne peux pas m'arrêter ici. Le plus intéressant va commencer. Dans ce cas, nous t'écoutons, mais nous considérons que la nuit est venue. Bien. Vous me forcez à faire une coupure regrettable, mais puisque vous insistez, je vais faire comme si nous étions déjà à la nuit. Cela nous arrangera bien, dit Dokusen calmement, et tout le monde éclate de rire. Comme la nuit était venue enfin, j'ai d'abord poussé un soupir de soulagement, et ensuite je suis sorti de ma pension du village de Kulakake. J'ai horreur des endroits bruyants, et j'avais évité à dessein la ville, qui est pourtant commode, pour me faire une habitation grande, comme la coquille d'un escargot, dans une ferme se trouvant dans un froid village où personne ne passait. Où personne ne passait? Tu exagères un peu, proteste mon maître. L'habitation, grande comme une coquille d'escargot, fait un peu rechercher aussi. La description serait plus précise et meilleure si tu parlais d'une pièce de 4 nattes et demie sans alcôve, critique Meitei. Tofu est le seul à louer l'expression. La réalité a peu d'importance. Cela est dit de façon poétique et fort agréable. Dokusen reste toujours aussi sérieux et demande « Ce devait être horrible d'aller chaque jour à l'école depuis un endroit pareil. Combien de lieues y avait-il » Jusqu'à l'école, 4 ou 5 blocs de maison. L'école était dans le village. Alors la plupart des élèves avaient pris pension dans les environs, s'enquiert Dokusen, qui a du mal à admettre ce que dit Kangetsu. Oui, il y en avait un ou deux dans chaque maison du village. Et c'est cela que tu appelles un village où personne ne passe? Kangetsu part l'attaque de front. Oui, car sans l'école, l'endroit aurait été désert. De toute façon, je portais ce soir-là un kimono rembourré de coton et tissé à la main, sur lequel j'avais passé le manteau aux boutons dorés de mon uniforme de lycéen. J'avais rabattu le capuchon sur ma tête pour éviter autant que possible d'attirer l'attention. C'était la saison où les feuilles des plaques miniers tombaient, et le chemin de ma pension à la route de Nango était couvert de feuilles mortes qui crissaient à chacun de mes pas. Cela m'ennuyait, car je ne pouvais chasser de moi le sentiment que quelqu'un me suivait. Quand je me retournais, je ne voyais que le bois du temple Torei se détachant de sa masse sombre sur le ciel noir. Ce temple est le cimetière de famille des Matsudaira, au pied du mont Koshin, et il se trouve dans un endroit très calme, à un bloc de maisons de ma pension. Au-dessus des arbres, je voyais une suite ininterrompue d'étoiles dans la nuit, et la voie lactée, coupant transversalement la rivière Nagase, se prolonger jusqu'à... elle traînait jusqu'à... Awao. Awao fait un peu extravagant dans l'histoire, dit Meitei.
J'ai parcouru 2 blocs de maisons le long de la route de Nango. Puis je suis entré dans la ville par le quartier de Takanodai. Je suis passé par Kojo. J'ai contourné Sengoku, longé Kuishiro. Puis j'ai dépassé successivement les première, deuxième et troisième divisions de Tori. Ensuite, j'ai franchi les quartiers d'Owari, Nagoya, Shashioko, Kamaboko. Tu n'as pas besoin de passer par tous ces quartiers. Tu as acheté ce violon, oui ou non? Demande impatiemment mon maître. Le magasin d'instruments de musique, Kanezen, c'est-à-dire Kaneko Zenbei, se trouve encore assez loin. Laisse-le où il est et achète ton violon. Très bien. Quand je suis arrivé chez Kanezen, une lampe éclairait violemment. L'éclairage violent recommence? Tu as l'habitude de répéter plusieurs fois tes histoires d'éclairage, et tu ne sais pas la peine que cela fait à tes auditeurs, dit Meitei par mesure de précaution. Non, la lampe n'éclaire qu'une fois maintenant, ne vous inquiétez pas. J'ai regardé dans la lumière de la lampe le violon reflétant doucement la clarté de ce soir d'automne, les courbes de sa caisse jetant un éclat froid. Seule une partie des cordes fortement tendues brillait d'un éclat comme argenté. La description ne manque pas d'habileté, commente Tofu avec admiration. Le voilà. C'est mon violon, me suis-je dit. Et à cette pensée, le cœur s'est mis à me battre. Mes jambes ont tremblé. Souffle Dokusen à travers son nez comme pour rire. Sans réfléchir plus avant, je suis entré dans le magasin, j'ai tiré mon porte-monnaie de ma poche et j'en ai pris 2 billets de 5 yens. Tu l'as enfin acheté alors? Demande mon maître. Je voulais l'acheter, mais j'ai pensé que c'était un moment important et que je devais agir avec circonspection. J'ai donc renoncé à mon projet, juste au moment où j'allais acheter le violon. Quoi? Tu n'en es pas encore à l'achat? C'est étonnant comme tu peux faire traîner les choses en longueur avec un seul violon. Je ne fais pas traîner les choses en longueur. Il se passe simplement que je n'ai pas pu l'acheter à ce moment. Pourquoi? Pourquoi? La nuit venait à peine de tomber, et il passait beaucoup de gens. Quelle importance? Il peut en passer 200 ou 300. Tu es bizarre, s'emporte mon maître. Cela n'aurait pas eu d'importance même si 1000 ou 2000 passants ordinaires avaient été là. Mais les élèves de mon école allaient et venaient dans la rue, les manches retroussées et portant de grosses cannes. Je ne pouvais pas acheter le violon aussi simplement que vous le dites. Parmi eux, il y avait ceux qui se plaisaient à rester aux dernières places de la classe et qui se donnaient le nom de sédiments pour cela. Ces gens-là sont toujours très forts en judo, et si j'avais eu l'imprudence de toucher à ce violon, j'aurais peut-être passé un mauvais moment. Je tenais au violon, mais je tenais aussi à ma vie. Il vaut mieux vivre sans violon que mourir après en avoir joué. Alors tu as abandonné ton projet et tu n'as rien acheté, insiste mon maître. Si, je l'ai acheté. Tu es vraiment agaçant. Si tu l'achètes, fais-le vite, sinon termine ton histoire sans plus tarder. Tout ne va pas comme on le veut en ce monde, dit Kangetsu tout en allumant calmement une asahi. Mon maître, qui a perdu patience, se lève et se dirige vers son bureau. Il en ressort presque aussitôt avec un vieux livre en langue occidentale, se couche à plat ventre et commence à lire. Dokusen est retourné à son ancienne position devant l'alcôve, où il se distrait en jouant une partie de go tout seul. L'histoire sans fin de Kangetsu a chassé son auditoire, et il ne lui reste plus que Tofu, toujours fidèle à l'art, et Meitei, qui n'a jamais connu la défaite devant l'ennui. Après une longue bouffée de fumée qui s'étale bien à son aise, Kangetsu reprend son récit à la même allure que précédemment. Tofu, voilà ce que j'ai pensé à ce moment. Je ne peux rien faire à la tombée de la nuit, et en pleine nuit non plus, car Kanezen sera en train de dormir. Mon plan échoue si je ne choisis pas le moment où mes condisciples auront fini leur promenade, avant que Kanezen aille se coucher. Mais ce moment précis est difficile à déterminer. En effet, cela devait être difficile. J'ai estimé que 10 heures serait le bon moment. Il me fallait donc passer le temps quelque part jusqu'à 10 heures, car il était impensable que je rentre chez moi pour revenir plus tard. Ma conscience ne me permettait pas d'aller chez un ami pour bavarder avec lui, et puis cela n'aurait eu aucun intérêt. Je me suis alors décidé, faute de mieux, à me promener dans la ville jusqu'à l'heure que je m'étais fixée. Or, 2 ou 3 heures passent d'habitude assez vite quand on se promène, mais ce soir-là, le temps passait avec une lenteur. J'ai compris le sens de l'expression « un jour long comme 1000 automnes », car elle s'appliquait à mes pensées, dit Kangetsu, en regardant Meitei à dessein, comme s'il avait pénétré la substance même de l'expression. Les anciens parlaient du petit brasero portatif, qui est une chose pénible pour celui qui doit attendre, et ils disaient aussi qu'il vaut mieux se faire attendre qu'attendre soi-même. Le violon qui était suspendu au rebord du toit devait être impatient aussi.
Mais j'imagine que tes souffrances étaient les plus grandes, toi qui te promenais sans but comme un quelconque détective désœuvré. Je t'imagine comme un chien errant à bout de force. Il n'y a rien de plus pitoyable qu'un chien sans abri. C'est un peu fort de me comparer à un chien. On ne m'a jamais encore égalé à un de ces animaux. Quand je t'entends parler, je te prends en grande pitié, car j'ai l'impression de lire le récit de la vie des grands artistes de jadis. Monsieur Meitei t'a comparé à un chien par plaisanterie. Ne t'en afflige pas et poursuis ton histoire, console Tofu. Mais ce n'est pas nécessaire pour décider qu'Angetsu a continué. J'ai alors passé les quartiers d'Okashi, Yaki, Ryogae et Takajo, où j'ai compté les vieux saules en face du bâtiment de la préfecture, puis les fenêtres éclairées de l'hôpital. J'ai fumé 2 cigarettes sur le pont Konya, puis j'ai regardé ma montre. Il était 10 heures? Pas encore, hélas. J'ai traversé le pont et j'ai suivi la rivière en direction de l'est. J'ai rencontré 3 masseurs, et les chiens n'arrêtaient pas d'aboyer. Des aboiements lointains au bord d'une rivière pendant la nuit? Voilà qui est théâtral. Tu as tout ce qu'il faut pour être le fuyard d'une armée en déroute. J'ai fait quelque chose de mal? Non, tu vas le faire maintenant. Mais, mon pauvre, si c'est mal d'acheter un violon, tous les élèves de conservatoire sont des criminels. Même une bonne action devient mauvaise si les gens ne l'admettent pas. C'est pourquoi il n'y a rien de moins clair en ce monde que la notion de malfaiteur. Le Christ lui-même en serait un s'il revenait ici-bas. Le beau Kangetsu est ainsi un malfaiteur s'il achète le violon. Si vous le voulez, disons que j'étais un malfaiteur, mais à mon grand ennui. 10 heures n'arrivaient toujours pas. Alors énumère encore une fois les quartiers où tu es passé, et si cela ne suffit pas, fais briller ardemment le ciel d'automne. Si tu as besoin de quelque chose de plus, mange 3 douzaines de kakis séchés. Nous t'écoutons aussi longtemps que tu veux, alors prends ton temps, jusqu'à ce qu'il soit 10 heures. Kangetsu a un large sourire. Je n'ai plus qu'à me rendre si vous racontez l'histoire avant moi. Bien, considérons qu'il est déjà 10 heures. Je vais donc chez Kanezen, et comme c'est le moment où la nuit se fait froide, il n'y a presque plus personne dans Ryogae, qui est pourtant le quartier animé de la ville. Le claquement de sandales de bois qui viennent de mon côté donne même une impression de désolation. Chez Kanezen, on a déjà mis les volets sur le magasin, et seule reste la petite porte de côté, fermée par une cloison de papier. Je me sens un peu mal à l'aise en passant cette porte et en repoussant la cloison, comme si j'étais poursuivi par un chien. À ce moment, mon maître lève les yeux de son livre plutôt défraîchi et demande « Hé, tu as déjà acheté ton violon ?»« Il est sur le point de l'acheter, » répond Tofu. Et mon maître se replonge dans son livre, en marmonnant pour lui-même. Il lui faut vraiment du temps. Dokusen, toujours silencieux, a déjà recouvert la plupart des cases de son damier de pions noirs et blancs. Et je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de lecture de ce soir. On se marque une courte pause. Décidément, hein. Ça prend vraiment beaucoup son temps. Décidément, il n'y a pas que le personnage de Meitei qui prend de manière abusée son temps et qui raconte un peu n'importe quoi, entre guillemets. Je dois avouer quand même que, purement à cause de la personnalité du personnage, en tout cas, ce que j'ai l'impression de voir sointer de la personnalité du personnage, je préfère quand même l'histoire de Kangetsu, mais uniquement parce que j'en préfère aussi le narrateur, donc Kangetsu. Vu que je préfère Kangetsu à Meitei, bah je préfère quand c'est Kangetsu qui raconte une histoire, même si elle est un peu longue, et etc., etc. Mais en fait, encore une fois, je suis partagé parce que... Comment dire? Je suis partagé parce que voilà, je préfère le discours de Kangetsu, enfin voilà, les racontages de Kangetsu à ceux de Meitei, dans le sens où Kangetsu, je trouve beaucoup plus posé, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus calme. Et en plus, il a l'air vachement, enfin, je le trouve assez attachant parce que c'est lui qui a été le plus gentil envers les autres personnages depuis le début de l'œuvre et ainsi de suite, je trouve. C'est celui qui est le plus humain, si je puis dire. Bon, humain, ça veut un peu tout et rien dire, mais voilà. C'est celui, je trouve, qui attire le plus la sympathie, en tout cas. Et donc ouais, j'ai moins de mal. Mais encore une fois, je perçois que c'est un côté humoristique à cette scène. Je perçois que le fait de toujours être coupé, de toujours revenir en arrière,
et de raconter l'histoire vraiment telle qu'elle a été, au compte-gouttes, sans faire de résumé, sans faire d'ellipse. C'est un ressort comique et c'est assez drôle, en vrai, ça m'a fait marrer, vraiment, le fait que ça m'a plu, le fait que Kangetsu mette du temps comme ça à raconter, et qu'à chaque fois ils disent « Ah bah puis je me suis réveillé, et puis il y avait les ombres, et puis je suis allé manger un kaki. » Ah, et puis, et ainsi de suite, ça je trouve ça bien écrit, et je trouve ça drôle. Et en plus, c'est un truc intéressant, je trouve, presque. Je sais pas si c'est philosophiquement, mais en tout cas stylistiquement, dans le sens où ça mime le propos en quelque sorte. C'est-à-dire que stylistiquement, ça mime l'impatience qui dévore notre cher Kangetsu à aller acheter son violon. Donc du coup, d'avoir joué avec cette tension, avec cette impatience, etc., c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien foutu stylistiquement, c'est hyper drôle et tout. Enfin, hyper drôle, j'exagère un peu. En tout cas, c'est sympathique et c'est bien géré en termes techniques. Donc ça passe bien, et je trouve que ça passe très bien. Mais, encore une fois, le problème pour moi, je me répète, hein, mais je trouve que c'est se tirer un peu une balle dans le pied d'avoir constamment des persos qui se désintéressent eux-mêmes de l'histoire. D'avoir ouvertement des personnages. Parce que là, vraiment, il y a Kangetsu qui raconte son histoire. Et après, il y a Tofu qui est plutôt intéressé, mais qui a aussi eu de l'impatience. Puis Meitei, le maître, et Dokusen, qui est plutôt calme, mais qui au final a vaqué à d'autres occupations également. Donc c'est-à-dire qu'il y a 4 personnages sur 5 qui sont là constamment à le couper, à dire qu'ils en ont marre, que c'est trop long, à le faire répéter, etc. Enfin bref, à le perturber dans son récit, et à se désintéresser du truc, à dire que c'est pas intéressant, voire carrément le maître Edokusen a passé à une autre occupation, genre le maître qui est parti dans une autre salle aller chercher un texte occidental pour pouvoir le lire en même temps. Je sais pas. Je comprends la logique comique derrière cela. Et je trouve que ça fonctionne. Et je trouve que ça fonctionnerait encore mieux dans un spectacle limite. Je trouve que là ça fait très spectacle vivant. Peut-être dans une pièce de théâtre, je trouve que ça passerait très bien. Ou même dans un film, une série, un manga, etc. Enfin un animé. Mais là, en littérature, pure littérature, je sais pas, je suis mitigé. Comme je le disais, stylistiquement, je trouve que c'est très ingénieux parce que ça mime parfaitement ce que Kangetsu raconte dans son histoire. Cette tension, cette impatience qui le dévore. Et à la fois, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied énorme de constamment rappeler au lecteur que le texte est un peu longué et ainsi de suite. Je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça tellement dommage. Mais bon, pourquoi pas, admettons. En tout cas, on a pas mal avancé. Il va nous rester 11 pages, les amis, à peu près. Je vais vous lire ces 11 pages et je mettrai fin à ce live qui ne fera du coup qu'une grosse heure et demie, un truc comme ça, je pense, environ. Mais vous comprenez que si j'avais fait du coup les 66 pages, ça aurait fait un live de 3 heures, voire plus, parce que plus ça avance dans une lecture, plus je me fatigue. Puis il y aurait eu plus de pauses aussi. Donc ça aurait pu faire un live de 3h30. Donc je pense que vous comprenez pourquoi j'ai décidé de couper ce chapitre en 2 lives. Surtout qu'encore une fois, j'ai pas la gorge dans le meilleur des états. Et d'ailleurs, je m'excuse parce que j'ai vraiment eu du mal. Alors là, pour le coup, c'est vraiment purement le fait que ce soit un dialogue. Mais j'ai vraiment eu du mal à trouver les bons personnages au bon moment. Il n'y a pas d'indication systématique de qui est en train de parler. Et en plus, parfois, ça arrivait beaucoup dans ce chapitre, malheureusement. L'indication se trouve à la page suivante. Donc du coup, il faut que je tourne la page avant de me rendre compte que je me suis trompé, quoi. Donc ouais, là, je m'y suis repris à de nombreuses reprises. Donc j'espère que ça n'a pas été trop dérangeant pour vous et que vous arrivez à peu près à suivre. Où est-ce que j'en étais? J'en étais à Dokusen toujours silencieux. Voilà, je vais reprendre là, ça sera très bien. Donc je vais relire cette phrase de narration. Et ensuite on reprend le déroulé de l'histoire de notre cher Kangetsu. Je vais essayer de faire une découpe pas trop dégueulasse. Pour que lors du chapitre prochain on puisse
facilement reprendre. Mais bon, je promets rien malheureusement. Et du coup là, il faudrait que je m'arrête à la page 67 environ. Ok, ok, faisons cela. Faisons cela. Je te souhaite une bonne écoute, Zikael, parce que je crois qu'on n'est plus qu'à 2. Et puis bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, bonne écoute à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro du live. Chapitre 11, suite et fin. Dokusen, toujours silencieux, a déjà recouvert la plupart des cases de son damier de pions noirs et blancs. Je prends mon courage à deux mains et j'entre dans le magasin, avec mon capuchon toujours tiré sur ma tête. Quand je demande un des violons, les 4 ou 5 commis et employés qui bavardent autour du brasero se retournent tous ensemble vers moi, d'un air surpris, et me dévisagent. Machinalement, je lève la main droite, et je tire un peu plus encore le capuchon devant mes yeux. Je demande le violon une deuxième fois, et le commis le plus proche de moi, un garnement qui a l'air de me regarder sous le nez, grogne une vague réponse, se lève et va décrocher les 3 ou 4 violons qui sont suspendus sur le devant du magasin. Il me dit que le prix est de 5 yens et 20 cents. Il existe des violons aussi bon marché? Ce n'étaient pas des jouets. Je demande si tous les violons coûtent le même prix, et le commis me répond que oui, et qu'ils ont été faits avec grand soin pour être solides. Je tire alors de mon porte-monnaie un billet de 5 yens et 20 cents en pièces d'argent. Puis j'enveloppe mon violon dans un grand carré de tissu que j'ai apporté dans ce but. Pendant tout ce temps, les autres employés du magasin se sont arrêtés de parler pour me dévisager. J'ai le visage caché par mon capuchon, et je ne risque pas d'être reconnu, mais je me sens fébrile et je veux sortir au plus vite dans la rue. J'arrive enfin à mettre le paquet sous mon manteau, et quand je sors, les employés du magasin me lancent en chœur un merci qui me donne des sueurs froides. Une fois dans la rue, je regarde autour de moi et heureusement je ne vois personne. Mais à un bloc de distance, j'aperçois 2 ou 3 personnes qui récitent des poèmes à voix haute, comme si elles voulaient être entendues de tout le quartier. Cela m'ennuie beaucoup et je tourne le coin de la rue de Kanzen vers l'ouest pour suivre Oribata et aller sur le chemin de Yakuoji. Puis, j'arrive au pied du mont Koshin par le village de Hanoki. Et enfin, je suis à ma pension. Il est déjà 2h moins 10. Tu as marché presque toute la nuit, dit Tofu, d'un air apitoyé. Et Meitei pousse un soupir. Enfin arrivé, c'est aussi long que de jouer au tric-trac du Tokaido. C'est maintenant que l'histoire devient intéressante. Ce que je viens de dire n'était qu'une entrée en matière. Il y en a encore? Mais c'est épouvantable! Personne ne pourrait rivaliser d'endurance avec toi. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Ce serait comme façonner une statue du Bouddha et l'abandonner avant d'y mettre une âme. J'en ai encore à dire. Tu es libre de parler, bien sûr. Nous t'écoutons. Monsieur Kushami, voulez-vous m'écouter? J'ai déjà acheté le violon. Monsieur Kushami. Et tu vas le vendre maintenant? Je n'ai aucune envie d'écouter cela. Non, je ne le vends pas encore. Alors raison de plus pour ne pas t'écouter. Tofu, tu es le seul à m'écouter attentivement. C'est un peu décourageant, mais tant pis. Je vais dire l'essentiel du reste. Non, prends ton temps pour parler en détail. C'est extrêmement intéressant. Je suis donc en possession du violon, après bien des peines. Mais voici maintenant une première difficulté. Où vais-je le mettre? Je ne peux pas l'accrocher ou le poser n'importe où, car il vient beaucoup de monde chez moi, et il serait tout de suite découvert. Je pourrais l'enfouir dans un trou, mais l'ennui est qu'après il faut creuser pour le retrouver, n'est-ce pas? En effet. Tu l'as caché sous le plafond? Dit Tofu au hasard de ce qui lui vient en tête. Il n'y a pas de plafond. Rappelle-toi que j'habite chez des paysans. Ah oui, c'est un problème. Où l'as-tu mis? Où penses-tu que je l'ai mis? Je ne sais pas, dans l'abri où on range les contrevents? Non. Dans un placard enveloppé dans des couvertures? Non. Cependant que Tofu et Kangetsu parlent de la cachette du violon, mon maître et Meitei sont en grande discussion. Comment traduis-tu cela? Demande mon maître. Quoi donc? Ces 2 lignes. Voyons. Quid aliud est mulier nisi amiticiae inimica. C'est du latin, mon cher. Je sais que c'est du latin. Je te demande ce que cela veut dire. Mais tu dis toujours que tu sais lire le latin, esquive Meitei qui a flairé le danger. Bien sûr, je sais le lire. Je le sais fort bien. Mais je veux savoir ce que cela signifie. Tu peux lire le latin et tu ne comprends pas cela? C'est incroyable. Crois ce que bon te semble et traduis en anglais. On dirait que je suis à tes ordres, comme une ordonnance d'officier. Si tu veux. Dis-moi ce que signifie ceci. Bah, laissons le latin, et écoutons plutôt l'histoire de Kangetsu, qui en est à un passage critique.
Nous en sommes à la barrière d'Ataka, où il ne tient qu'à un cheveu que tout soit découvert. Kangetsu, qu'est-ce que tu as fait alors? Demande Meitei, en retrouvant brusquement de l'intérêt à l'histoire du violon. Mon maître est impitoyablement laissé à l'abandon. Encouragé par ce ralliement, Kangetsu explique sa cachette. Je l'ai dissimulé dans un vieux panier à vêtements en osier, que j'avais reçu de ma grand-mère en partant de chez moi. Il paraît qu'elle l'a apporté dans son trousseau quand elle s'est mariée. C'est une antiquité, mais cela ne s'accorde guère avec un violon, n'est-ce pas, Tofu? En effet, il y a un certain manque d'harmonie. Le plafond ne s'accorde pas plus avec le violon, rétorque Kangetsu pour embarrasser Tofu. Il manque une certaine harmonie, mais rassure-toi, on peut en faire un poème. Que pensez-vous, messieurs, de Mélancolique automne, dans le panier à vêtements mon violon? Vous êtes dans un bon jour pour composer des haïkus aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, j'en ai constamment dans la tête. Feu maître Shiki était stupéfait d'admiration devant mon inépuisable science du haïku. Vous connaissiez donc monsieur Shiki? Demande ingénuement l'honnête Tofu. Bah, je ne le fréquentais pas, mais nous étions en communication spirituelle constante par télégraphie sans fil, répond Meitei. Tofu se tait, écœuré par ces balivernes. Kangetsu continue en souriant. J'avais trouvé un endroit où cacher mon violon, mais cette fois j'étais ennuyé pour le sortir de sa cachette. J'aurais pu le contempler à l'insu de tout le monde, mais un violon n'est pas fait uniquement pour être regardé. Il ne sert à rien si on n'en joue pas. Si on en joue, cela fait du bruit, et le bruit trahit aussitôt le joueur. C'était d'autant plus dangereux que le chef d'une bande de sédiments habitait un peu plus au sud de chez moi, de l'autre côté d'une haie de roses de Charonne. Quel ennui, sympathise Tofu. Oui, quel ennui. La preuve en dit plus qu'un discours, et le son de sa musique a fait découvrir la dame d'honneur Kogo. La situation aurait été plus simple si j'avais voulu manger en cachette ou fabriquer de la fausse monnaie, mais on ne peut pas faire de la musique en cachette des gens. Si seulement la musique ne faisait pas de bruit. Attendez, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher même si elles ne font pas de bruit. Quand nous faisions jadis notre cuisine au temple de Koishikawa, il y avait un certain Suzuki Tojuro, qui raffolait de liqueur sucrée de riz. Il l'achetait dans des bouteilles de bière et la buvait tout seul. Un jour, il est parti en promenade, et Kushami a cru le moment venu de s'offrir une gorgée à bon compte. Moi, boire la liqueur de Suzuki? C'est toi qui l'as bu, éclate soudain mon maître. Eh, je croyais que ton livre t'accaparait tout entier, mais tu écoutais quand même. On ne peut pas te faire confiance. Tu as des oreilles et des yeux partout. Certes, j'admets que j'ai bu de cette liqueur, mais c'est toi qui as été pris. Messieurs, écoutez-moi tous deux. Maître Kushami ne supporte pas l'alcool, mais comme la liqueur appartenait à quelqu'un d'autre, il en a bu tout ce qu'il a pu, et il est devenu d'un beau rouge brillant. Le spectacle qu'il présentait était un supplice pour les yeux. Tais-toi donc, tu ne peux même pas lire du latin. Tojuro a pris sa bouteille en main à son retour, et il s'est aperçu qu'elle était plus qu'à moitié vide. Il a compris que quelqu'un y avait touché. Il a cherché autour de lui, et voilà que notre brave était tout raide dans un coin de la pièce, comme une de ces figures en argile. Ils éclatent de rire tous les trois. Mon maître lui-même pouffe en lisant son livre. Seul Dokusen, qui s'est trop donné à sa partie solitaire de Go, a épuisé ses forces, et il est avachi sur le damier dans un profond sommeil. Il y a encore d'autres choses qui peuvent être détectées sans qu'elles fassent de bruit. Je suis allé un jour aux eaux thermales d'Obako, et j'étais dans la même chambre qu'un vieillard, un marchand d'étoffes de Tokyo qui s'était retiré des affaires. Ancien marchand d'étoffes ou marchand de vieux habits, cela m'était indifférent. Mais il y avait une seule chose qui m'ennuyait. Le 3e jour après mon arrivée, j'étais à court de cigarettes. Vous savez que l'hôtel d'Ubako est la seule maison de ces montagnes, et qu'on ne peut rien y faire d'autre que de prendre les eaux ou manger. Imaginez alors le désastre d'être à court de cigarettes dans un endroit pareil. On a d'autant plus envie de quelque chose qu'on peut moins se le procurer. Et à la pensée que je n'avais plus de tabac, j'ai eu brusquement envie de fumer alors que d'habitude, cela me laisse indifférent. Et comme pour me taquiner, le grand-père était venu à l'hôtel avec un plein sac de cigarettes. Il les en tirait par petits paquets et il les fumait assis en tailleur devant moi, avec l'air de compatir à mon envie de fumer aussi. S'il s'était contenté de tirer sur ses cigarettes, j'aurais pu me retenir, mais il s'est mis à la fin à faire des ronds, à lâcher sa fumée horizontalement, verticalement, puis à la laisser flotter autour de lui, à la faire sortir de son nez. En somme, il faisait fumage de ses cigarettes. Il faisait fumage, que voulez-vous dire? Quand on étale des vêtements ou des objets à la vue de tous, on dit qu'on en fait étalage. Pour des cigarettes, on fait fumage. Au lieu de souffrir ainsi, vous auriez dû lui en demander quelques-unes.
Je ne demande rien, j'ai ma fierté aussi. Quel mal y a-t-il à demander? Aucun, peut-être, mais je ne demande rien. Qu'avez-vous fait alors? Je n'ai pas demandé de cigarette, j'en ai volé. Eh bien, j'ai choisi un moment où l'animal est allé prendre un bain, avec sa serviette à la main, et je me suis mis à fumer à la chaîne. J'étais tout occupé à savourer quand la porte s'est ouverte. Je me suis retourné, et qui était là? Le propriétaire des cigarettes. Il n'était pas allé au bain. Au moment d'y entrer, il s'était aperçu qu'il avait oublié son porte-monnaie, et il était revenu alors qu'il était encore dans le couloir. Et d'abord, il était bien insolent de supposer que j'aurais pu lui prendre son porte-monnaie. Eh, qui sait, avec ce que vous avez fait de ces cigarettes... Ah 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 ah. Ah, le petit vieux avait de la perspicacité, mais laissons le porte-monnaie. Quand il a ouvert la porte, il s'est retrouvé dans une pièce à ne plus rien y voir, parce que j'avais fumé tout ce que j'avais pu pour rattraper les 2 jours que j'avais passés en privation. On dit avec raison qu'une mauvaise action s'apprend jusqu'à 1000 lieues. La mienne a été immédiatement dévoilée. Le petit vieux a dit quelque chose? Non. Il était d'un âge où on ne s'étonne plus de choses semblables. Il a enveloppé sans un mot une 60aine de cigarettes dans un morceau de papier, et me les a offertes en me demandant si je voulais fumer son tabac de qualité assez basse. Puis il est reparti à son bain. C'est peut-être cela qu'on appelle l'esprit d'Edo. L'esprit d'Edo ou celui des marchands d'étoffes, je ne sais pas, mais depuis ce jour je me suis très bien entendu avec le vieillard, et j'ai fait un excellent séjour de 2 semaines. Vous avez fumé ces cigarettes pendant les 2 semaines? Ma foi, oui. L'histoire du violon est terminée, capitule mon maître, en posant enfin son livre ouvert à plat et en se levant. Pas encore, mais j'en arrive au plus intéressant. Écoutez-moi, vous arrivez juste au bon moment. Par la même occasion, je voudrais que monsieur qui dort sur son damier de Go, comment s'appelle-t-il? Ah oui, monsieur de Coussen, je voudrais qu'il m'écoute aussi. Ce n'est pas bon de dormir ainsi, il pourrait bien se réveiller maintenant. Hé, de Coussen, réveille-toi, lève-toi. L'histoire devient intéressante, lève-toi. C'est mauvais de dormir autant, ta femme est inquiète. Bafouille de Coussen en levant la tête. Une longue traînée de bave court tout au long de sa barbiche de chèvre, brillant comme la trace gluante laissée par un escargot. Ah, j'avais sommeil. La nuée blanche au sommet de la montagne ressemble à ma mélancolie. Ah, j'ai bien dormi. Nous savons tous que tu as dormi. Maintenant, que dirais-tu de te lever? Oui, je crois que je peux me lever maintenant. On parle de quelque chose d'intéressant? On va bientôt... Qu'est-ce qu'on va faire avec le violon Couchami? Ah ça, je n'en ai pas la moindre idée. Je vais en jouer. On va bientôt jouer du violon. Viens ici et écoute. Encore le violon? Quelle peste! Toi, tu joues de la harpe sans corde? C'est inoffensif. Mais les grincements du crin-crin de Kangetsu s'entendent chez les voisins et c'est un gros ennui. Ah, Kangetsu, vous ne connaissez pas un moyen de jouer du violon sans que les voisins l'entendent? Non, et s'il en existe un, je voudrais le connaître. Cela n'est pas nécessaire. Il suffit de regarder le bœuf blanc dans la prairie ouverte aux pluies et à la rosée pour le connaître tout de suite, dit Dokusen de façon plutôt obscure. Kangetsu évite de lui répondre, car il se doute que Dokusen tient ses étranges propos dans un état de demi-sommeil, et il continue son récit. J'ai enfin réussi à trouver un moyen, à grand-peine. Le jour suivant, étant la fête de l'anniversaire de l'empereur, je suis resté chez moi dès le matin, et j'ai passé la journée à ouvrir le panier et à le refermer en tremblant d'impatience. Finalement, le soir est arrivé, et quand le grillon a commencé son chant au fond du panier, je me suis décidé et j'ai tiré violon et archer de leur cachette. Ah, les voilà enfin, dit Tofu, à quoi Meitei ajoute un avertissement. Attention, il est dangereux d'en jouer imprudemment. J'ai d'abord pris l'archer pour l'examiner de la pointe à la garde. On dirait un marchand de sabre de 3e ordre, raille Meitei. Quand on pense qu'un violon est son âme, on a un peu le même sentiment que celui qu'un samouraï doit éprouver en dégainant son sabre, finement aiguisé, et poli à la lumière d'une lampe à huile, lors d'une longue nuit d'automne. Je tremblais tout en tenant l'archer devant moi. Je vous dis que c'est un génie, dit Tofu, sur quoi Meitei enchaîne. Je vous dis que c'est un épileptique. Mon maître dit seulement, tu devrais te dépêcher de jouer. Dokusen a un air de contrariété sur tout le visage. Par bonheur, l'archer était intact. Ensuite, j'ai approché le violon de la lampe et je l'ai bien examiné. N'oubliez pas que pendant tout ce temps, 5 minutes environ, le grillon chantait au fond du panier. Nous n'oublions rien, rassure-toi et joue. Pas encore. Par bonheur, mon violon n'a aucun mal. Tranquillisé, je me lève. Où vas-tu? Écoutez-moi donc en silence. Si on m'interrompt à chaque phrase, je ne peux rien dire. Messieurs, silence! Chut, chut, chut. Tu es le seul à bavarder. Ah? Tiens donc, 1000 excuses. Je t'écoute religieusement.
Je prends le violon sous mon bras, je chausse mes sandales de paille et je fais 2 ou 3 pas dehors, mais je m'arrête. Et voilà, il recommence. Je me disais bien qu'il allait tomber en panne. Inutile de revenir sur tes pas, il n'y a plus de kaki séché. Puisque vous voulez tous vous moquer de moi, je regrette beaucoup, mais je n'ai plus d'autre choix que de m'adresser exclusivement à Tofu. Or donc, Tofu, je fais 2 ou 3 pas, et je reviens en arrière pour me mettre sur la tête une couverture rouge, que j'avais achetée en partant de chez moi pour 3 yens et 20 cents. J'éteins la lampe en soufflant dessus, mais alors il fait tout noir et je ne retrouve plus mes sandales. Où vas-tu donc? Écoute et attends. Je retrouve enfin mes sandales et je sors dans la nuit remplie de lune et d'étoiles, marchant sur des feuilles de plaques miniers tombées, ma couverture sur la tête et mon violon sous le bras. Je me dirige vers la droite, toujours plus à droite, pour gravir le mont Koshin, en appuyant fort le bout de mes pieds dans la terre. À ce moment, la cloche du temple Torei se met à sonner, et les sourdes vibrations traversent la couverture et mes oreilles pour venir résonner dans ma tête. Quelle heure est-il, à ton avis? Je ne sais pas. 9 heures. Je vais donc grimper seul un chemin de montagne de 8 kilomètres dans la nuit d'automne, jusqu'à un endroit appelé le Grand Plateau. Comme je ne suis pas très courageux, je devrais être mort de frayeur si c'était un soir comme les autres. Mais quand on a une idée qui prend pleine possession du cœur, on ne pense plus du tout à la peur. Je ne pense plus qu'à jouer du violon. J'ai la poitrine pleine de ce désir. Le Grand Plateau est sur le côté sud du mont Koshin, et quand on y grimpe par beau temps, on a une vue magnifique sur le château et la ville qui l'entoure, entre des pins rouges. Le plateau a environ 300 mètres de large, et en plein milieu il y a un rocher plat de 8 nattes à peu près. Au nord, il y a un étang appelé le marais du Cormoran, et autour de l'étang, on ne trouve que des camphriers. Il faudrait bien 3 hommes pour entourer leur tronc de leurs bras. Comme on est en pleine montagne, il n'y a qu'une petite hutte pour ceux qui recueillent le camphre, et les alentours de l'étang sont plutôt inhospitaliers, même de jour. Heureusement, des soldats du génie ont ouvert un chemin pour leur manœuvre, et la montée n'est pas trop dure. J'arrive enfin sur le rocher plat où je m'assois après y avoir étendu ma couverture. C'est la première fois que je grimpe sur cette montagne par une nuit aussi froide, et quand je suis installé sur le rocher, je sens la solitude désolée de l'endroit envahir peu à peu mes entrailles. Dans cette situation, c'est le sentiment de peur qui trouble le plus l'esprit. Et quand on s'en débarrasse, on baigne dans une sensation pure et froide venant de l'air et des corps célestes. Après 20 minutes de profonde rêverie, je commence à avoir l'impression que je réside seul dans un palais de cristal, et mon corps, non pas seulement mon corps, mon cœur et mon âme aussi, mon être entier devient mystérieusement translucide, comme s'il était fait de gélose, et je ne sais plus si je me trouve dans un palais de cristal, ou si le palais de cristal se trouve en moi. Cela devient sérieux? Rai Meitei d'un ton pénétré, et Dokusen, qui semble apprécier quelque peu le récit, ajoute « La situation ne manque pas d'intérêt. » Si cela avait continué plus longtemps, je serais peut-être resté assis sur le rocher, perdu dans mon envoûtement jusqu'au matin, sans même jouer du violon. « Il y a des renards là-bas » demande Tofu. Ainsi me voilà sans conscience de moi ni du monde extérieur, ignorant si je suis mort ou encore en vie, lorsque soudain, un cri déchirant retentit au loin, près du vieil étang. « Ah, nous y sommes !» Ce cri vient à moi dans le vent violent de fin d'automne par-dessus les branches des arbres qui recouvrent toute la montagne, en éveillant un écho distant, et je reviens soudain à moi. « Ah, quel soulagement !» dit Meitei en posant sa main sur sa poitrine. « Renonce à la vie, et l'univers renaît dans une splendeur nouvelle, » dit Dokusen avec un clin d'œil. Kangetsu n'y comprend rien. Je reviens à moi et je regarde les alentours. Toute la montagne est dans un profond silence. On n'entend même pas le bruit d'une goutte de pluie. Je cherche quel est le cri que j'ai entendu, car il est trop aigu pour une voix humaine. Trop fort pour un cri d'oiseau, et pour un cri de singe. Il n'y a probablement pas de singe dans ces parages. Que peut-il être? Tout en cherchant d'où il provient, je m'aperçois que les pensées profondément sereines qui m'imprégnaient jusqu'alors s'étaient changées en désordre et confusion. Un mélange de sentiments indistincts, envahissant mon cerveau, avec la frénésie qui accueillit le prince de Connaught lors de sa venue à Tokyo. Tous les pores de mon corps s'ouvrent, et mon courage, ma force morale, mon discernement, mon calme, tout cela s'évapore d'un coup, comme de l'alcool de mauvaise qualité qu'on frotte sur des jambes poilues. Mon cœur se met à danser sous mes côtes et mes jambes commencent à vibrer comme le petit arc qu'on place au sommet d'un cerf-volant. Je n'en peux plus. Soudain je me couvre la tête avec la couverture, je prends le violon sous mon bras, je redescends à toute allure les 8 kilomètres du chemin de montagne, je rentre chez moi et je me jette dans mon lit. Tofu, je n'ai jamais eu de ma vie une telle impression de malaise. Ensuite,
C'est tout. Tu n'as pas joué du violon? Mais je ne pouvais pas. Ce cri, tu n'aurais pas pu en jouer toi non plus. Il manque un petit quelque chose à ton histoire. Peut-être, mais j'ai dit ce qui s'est passé. Qu'en pensez-vous? Demande Kangetsu, en jetant fièrement un regard circulaire sur l'assistance. Ha ha ha! Excellent! Tu as dû avoir beaucoup de peine pour faire arriver ton histoire jusqu'ici. Je t'écoutais sérieusement, croyant qu'une Sandra Belloni masculine allait apparaître en Extrême-Orient, lance Meitei, espérant qu'on va lui demander d'expliquer qui est Sandra Belloni, mais comme personne ne l'interroge, il enchaîne aussitôt. Sandra Belloni jouant de la harpe sous la lune et chantant des chansons italiennes dans une forêt. Kangetsu montant sur le mont Koshin en serrant son violon. Cela évoque le même talent, mais avec des résultats différents. Par malheur, si Sandra Belloni a surpris la nymphe de la lune, tu as été surpris par quelques blaireaux dans un vieux marécage. De cette petite différence vient que ton histoire est comique, alors que Sandra Belloni est sublime. C'est dommage. Et je vais m'arrêter là pour la lecture de ce soir, les amis. Ça marquera donc la fin du live. Nous passons à l'outro. Et vous l'avez compris, je me suis arrêté en plein milieu d'un dialogue parce qu'il n'y a vraiment aucun endroit pour faire de découpe propre dans ce chapitre. Donc, je me répète, la découpe qui est exercée ici est tout à fait arbitraire et n'est pas présente dans le texte. Je vous lirai la suite du chapitre 11 vendredi à 21h et je reprendrai certainement la moitié d'une page avant, je pense, pour bien pouvoir faire s'enchaîner les... J'ai vraiment du mal en ce moment, hein, c'est terrible. J'ai vraiment l'impression de plus trouver mes mots depuis quelques jours, c'est un petit enfer. Donc oui, pour pouvoir facilement se faire s'enchaîner les répliques, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, on a lu la moitié du chapitre 11 environ, et l'autre moitié, ça sera vendredi 21h. J'ai pas forcément grand chose à ajouter sur ce chapitre, ou en tout cas sur cette partie de chapitre qu'on a pu lire ce soir. J'ai toujours le même sentiment mitigé, parce que ça me gonfle que constamment les personnages soient impatients et soient... En fait, je trouve ça hyper communicatif ce que ressentent les personnages. Donc quand les personnages qu'on a côtoyés tout du livre durant et qui sont entre guillemets les héros sont constamment dans des sentiments négatifs, bah je trouve ça hyper communicatif et ouais, du coup leur impatience m'exaspère en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. Surtout que certes, et ça c'est pour le côté comique pour le coup, certes l'histoire de Kangetsu va un peu nulle part et se termine un peu en eau de boudin. Et c'est très bizarre, et voilà, mais c'est pour l'effet comique. Mais malgré tout ça, moi ça m'a pas tant ennuyé, et justement, moi ce qui m'a vraiment ennuyé, c'est les interruptions de tout le monde en fait. Moi ce qui m'a intéressé, ce qui m'a énervé pardon, dans ce chapitre, ce qui m'a agacé, ce sont les interruptions des autres personnages, parce que sincèrement, je trouve que le récit de Kangetsu est parmi les récits dialogués les plus sympas qu'on a eu du roman. Je trouve qu'il y a une vraie histoire, même une vraie poétique, un vrai sens de la poésie dans cette histoire, dans la manière dont c'est raconté et tout, et l'emploi des mots, des images et ainsi de suite. Avec une pointe d'absurde, peut-être fantastique, enfin ouais, il y a quelque chose comme ça de très étrange, de très hors du commun, et en même temps porté sur des moments du quotidien. Enfin ouais, j'aime assez bien le ton que prend le récit de Kangetsu, pardon. Et décidément, j'ai vraiment besoin d'une pause parce que putain, comment j'ai du mal à m'exprimer, c'est un truc de fou. Comment j'ai du mal à lire aussi, je suis désolé. Vraiment là, c'est compliqué et je sens encore une fois que je perds ma voix. Comme quoi, à chaque fois, je fais des petites pauses en disant ouais, je vais récupérer ma voix, mais je la récupère jamais. Donc là, une vraie pause s'impose. Donc je vous répète que vendredi, vous aurez la suite du chapitre 11 et donc la suite et fin du roman Je suis un chat de Natsume Soseki, vendredi 21h. Dimanche, 15h, live de découverte sur l'univers de League of Legends. Un autre épisode de découverte de l'univers de League of Legends aura lieu dans la semaine. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Discord pour être au courant. Et je vous l'annonce d'ores et déjà parce que
J'en ai vraiment besoin anyway et je pense que c'est quasi sûr. Il y aura une pause en début de semaine prochaine. De toute manière, vous le savez, en général, entre deux lectures, avant d'enchaîner avec une lecture, la prochaine lecture qui sera quasiment certainement, je dis vraiment des phrases qui veulent rien dire. La prochaine lecture qui sera quasi à coup sûr, le cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Et du coup, cette lecture ne devrait pas commencer mardi, mais vendredi d'après, du coup, donc vendredi 16. Vendredi 16 octobre, on devrait commencer cette lecture, je pense. Grosso modo, dites-vous qu'il n'y aura a priori pas de live la semaine prochaine, de lundi à jeudi, je pense. Ouais, je pense que de lundi à jeudi, je peux vous donner même les dates précises. De lundi 12 à jeudi 15, je pense qu'il n'y aura pas de live. Ça me fera du bien d'avoir une vraie pause de 4 jours dans les lives. Je pense que ça reposera un petit peu ma voix, je l'espère du moins, on croise les doigts. Merci à ceux qui sont passés, merci Miari Laura, merci Zikel So Famous, merci Marin, Marine, je sais toujours pas, merci Mirani. Merci à tous ceux dans l'ombre, merci à ceux qui m'ont regardé en rediffusion, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un dislike, à commenter la vidéo, que ce soit un commentaire sur la lecture, sur le live, sur le contenu, sur plein de choses, bref, vous commentez quoi que vous voulez, dans la bienveillance et la bonne humeur s'il vous plaît, et puis on dialogue sereinement, c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Vous connaissez tout cela. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et je pense que l'épisode de découverte de l'univers de League of Legends en rab cette semaine aura lieu soit demain dans l'après-midi, soit jeudi dans l'après-midi. Donc voilà, tenez-vous au courant sur les réseaux, encore une fois, ce sera le plus simple. Allez, bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Bye bye.